Je vais vous présenter l'histoire de la maison forte de Hautour. Donc c'est une maison forte qui date du XIIIe siècle. Elle occupait une position stratégique qui permettait de contrôler toutes les routes de la vallée et elle a été modifiée au fil des siècles. Au XVe siècle, on a décidé d'agrandir le bâtiment et on a ajouté une tour circulaire, c'est une tour ronde. Au XVIe et au XVIIe siècle, on a réalisé des ouvertures de style gothique, c'est des fenêtres pointues, et on a procédé à l'élévation d'une seconde tour circulaire. À cette époque, c'était l'une des plus belles maisons du bourg. Elle a longtemps appartenu à la famille du Fresnay, c'était une riche famille militaire. Mais à la Révolution française, en 1789, la maison de Hautour est confisquée et devient un bien national. Le notaire M. Pollillon l'achète et la propriété est ensuite partagée entre ses héritiers. Et elle devient une habitation puis une exploitation agricole. L'imposante maison du XVIIe devient une ferme au début du XIXe. Et en 1860, la maison est rachetée par le propriétaire des terres qui confie la gestion aux sœurs de la Fondation Gontard, qui devient ensuite une maison de pauvres. 12 familles sont recueillies jusqu'en 1903. Ensuite, elle servira de logement social. En 1930, mon arrière-arrière-grand-mère a habité à Hautour pendant 30 ans et à mon arrière-grand-mère qui est née ici. En 1980, la maison forte de Hautour est menacée de destruction. En 2003, elle est rachetée par la commune. Il faut lui trouver une vocation. Un grand chantier de restauration a lieu entre 2010 et 2012 pour devenir le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un musée. Dans le couloir, sur votre droite, vous allez apercevoir un escalier qu'on a découvert pendant les fouilles. Et mon grand-père, il m'a dit qu'il descendait dans un tunnel souterrain qui passait donc sous Saint-Gervais et qui rejoignait la maison forte de la comtesse. Voici une carte du massif qui vous propose de vous mettre dans la peau d'un alpiniste qui effectuera un stage d'entraînement pour aller au sommet du Mont Blanc, qui est ici. Et donc l'exposition permanente, elle vous propose ainsi de découvrir l'univers de l'alpinisme. Et chacune des étapes de la visite vous plonge dans une journée de stage avec des objets, des images et des vidéos, mais aussi dans l'histoire des premières ascensions du Mont Blanc. Je vais vous présenter le cristal de quartz. Au début, les premiers guides, ils chassaient les chamois pour leur peau et leurs cornes, ou sinon ils vendaient des cristaux. Et le cristal que vous voyez ici, il a été trouvé en été, mais comme il était très très lourd, ceux qui l'ont trouvé, ils l'ont caché et ils ont attendu l'hiver pour le descendre en luge. Il a été trouvé où? Au col de la Cycle, au Contamine. Je vais vous présenter Marie Paradis. Elle est née au hameau de Beaulieu en 1700. Elle est née à Saint-Gervais au hameau de Beaulieu en 1779. Dans une famille nombreuse. Elle part travailler à Chamonix comme servante dans une auberge. Au début de l'été 1808, alors que Balma et Paccard boivent une bière à l'auberge où Marie travaille, ils ont l'idée d'emmener une femme au sommet du Mont Blanc. Marie se laisse convaincre. L'ascension est longue. Ils passent une nuit en haut de la montagne de la côte et le deuxième jour, c'est encore plus difficile. Marie en bas. Dans les découpteurs d'état, par Marie Paradis, puis qu'on l'a poussée, qu'on l'a tirée pour aller jusqu'au sommet du Mont Blanc. Quand elle est arrivée en haut, elle n'était pas très contente. Elle n'est jamais retournée en haute montagne de sa vie. Quand elle est redescendue dans la vallée, elle est fêtée comme une héroïne et elle devient la Marie du Mont Blanc. Elle a été la première femme au sommet du Mont Blanc et l'école du village porte son nom. Elle est souvent oubliée dans l'histoire de l'alpinisme. On se souvient plus d'Henriette d'Angeville qui gravait le Mont Blanc en 1838. Je vais vous présenter les femmes en montagne. À cette époque, les femmes ne voulaient pas qu'on sache qu'elles mettaient des pantalons pour aller en montagne, alors qu'elles mettaient toujours des robes. Quand
une expédition en montagne partait, un long cortège suivait pour accompagner le départ des alpinistes. Et un peu plus loin, dans la forêt, elles se changeaient et elles cachaient leur robe derrière une pierre ou un buisson. Certaines femmes étaient bien embêtées parce que leur robe avait disparu le temps de l'ascension. Et du coup, elles devaient rentrer en pantalon au village. L'évolution du piolet en commençant par l'alpenstock qui est son ancêtre. Ce grand bâton de bois que vous voyez là, c'est l'ancêtre du piolet. C'est le premier outil des guides. Ils s'en servaient pour sonder la neige, pour prendre appui ou pour encadrer un client dans des passages difficiles. Il était très grand et un peu encombrant. Les guides abandonneront assez vite ce grand bâton vers 1940 et ce sont les manchus, les touristes, qui l'utiliseront. Donc là, c'est le manche de l'alpenstock et la pointe, la hache, là. Jusque dans les années 1870, on avait l'habitude que ce soit le guide qui ait un piolet et le client, le manchu, qui ait un alpenstock. Le piolet était donc l'outil de travail du guide et le signe de son autorité. On voit ici que la forme générale n'évolue pas beaucoup au fil des siècles. Par contre, il diminue beaucoup en taille pour être plus maniable et moins lourd pour tailler des marches. Donc là, il est assez grand quand même, mais quand on arrive là, les deux derniers piolets ici sont utilisés pour la cascade de glace. Les matériaux utilisés pour le piolet évoluent aussi. Ils étaient d'abord en bois, souvent du frêne et en fer forgé. On remplace bientôt le fer forgé par l'acier. Là, là, là et voilà. Je vais vous présenter l'évolution des crampons. Au tout début, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les crampons ils servaient à faucher les prairies raides en altitude. Et en montagne, on utilisait des chaussures à clous. Mais les tout premiers montagnards qui ont commencé à utiliser les crampons, ils n'avaient que 4 pointes. En fait, ils sont là-bas. Après, en 1908, on invente les crampons modernes. C'est les crampons à 10 pointes. Donc, ils sont là. Pour prouver leur efficacité, celui qui a inventé les crampons, il organise une compétition où il y a des montagnards qui doivent monter une pente à 60 degrés en glace. Ils doivent tirer un sac de 20 kg rempli de terre avec des crampons à 10 pointes. Et ils ont réussi grâce aux crampons. Après, en 1928, on invente les crampons à 12 pointes. Ils sont juste là. On rajoute 2 pointes à l'avant. C'est 22 incisives. Et comme ça, c'est plus pratique parce qu'on a juste à planter la pointe et ça accroche déjà. Alors, je vais vous parler de la traversée des dômes de Miage. Alors, la traversée des dômes de Miage, c'est une des plus belles courses d'arête du massif de Mont-Blanc. Et en rigolant, ceux qui y montent les appellent les rois Miage pour faire penser aux rois mages. Et là, vous voyez les gens qui font la traversée des dômes, là, sur le projecteur. Et l'arête des dômes fait 3 km de long. C'est une fine arête de neige avec des pentes à peu près égales de chaque côté. Et les vieux guides ils racontent qu'avant, on emmenait les jeunes, les porteurs qui apprenaient le métier de guide, là-bas pour les entraîner à des techniques de sécurité.
Alors, ils sont cordés 2 par 2, et s'il y en a un qui tombait ou qui glissait d'un côté, l'autre il va faire exprès de se jeter de l'autre côté pour faire une sorte d'équilibre. Et comme ça, il ne tombait pas. Et maintenant, je vais vous présenter comment on s'encorde dans une montagne ou en escalade. Alors comme ça, pour ça, on fait un nœud en 8. Alors moi, j'utilise une petite technique rigolote. En fait, on fait une boucle, donc ça fait penser à un ballon. Après, on tourne autour, donc on ferme notre ballon. Après, on passe à l'intérieur du ballon, donc on crée notre ballon. Voilà. Et puis après, on passe dans le voudrier et on refait exactement la même chose. Donc là, on repasse par en dessous, par au-dessus. On passe derrière la corde, on refait la boucle, on passe par-dessous et on resuit la corde. Voilà. Après on serre et s'il est trop long, on fait un nœud d'arrêt, c'est un nœud simple autour de la corde. Et s'il est trop court, vous pouvez tout recommencer à jouer. On va présenter l'histoire du Malabar Princess. C'est le nom d'un avion de la compagnie Air India qui s'est écrasé dans les Alpes le 3 novembre 1950 alors qu'il commençait sa descente vers Genève. Il allait de Bombay à Londres. Pourtant, le pilote y connaissait la ligne par cœur. D'abord, on essaye de faire des recherches en avion, mais la météo est épouvantable et les recherches sont trop difficiles. À Chamonix, on organise une caravane terrestre, mais un accident met fin aux recherches jugées trop dangereuses. Un guide chute dans une crevasse à cause d'une avalanche. Le préfet interdit les secours en attendant qu'il y ait de meilleures conditions. À Saint-Gervais, 5 guides décident malgré tout de former une caravane terrestre. Charles et Marcel Margueron, Louis Vialet, Louis Jacquet et l'adjudant Pigné qui y allait jusqu'à Valo parce qu'il était trop fatigué, et André Chaplin, mon grand-père. Ils entendent bien l'interdiction, mais décident d'y aller quand même pour sauver des gens. Le lendemain, dans des conditions très mauvaises et beaucoup de neige, ils réussissent quand même à atteindre l'épave. Mais malheureusement, ils ne trouvent personne vivant. 8 membres d'équipage et 40 passagers. Cependant, ils rapportent le courrier et reviennent à Saint-Gervais en héros. Chaque année, le glacier des Bossons continue à rendre des débris de l'avion. On a beaucoup parlé à l'époque, on a beaucoup parlé de cet événement, même au niveau national. C'est comme ça qu'on a entendu parler de la compagnie des guides et du courage des guides. Ils se sont arrêtés juste en dessous des Grands Mulets, c'est où le guide est mort. Ici, c'était le jour même quand ils sont montés, et ça, c'est ce qu'ils ont vu sur place. Voilà. Et après, ils sont montés quelques jours après pour voir s'il y avait des non, c'est pas possible. Oui. Donc là, c'est des photos. Ils sont montés avec des journalistes. Là, plein. Là, c'est le corps de l'avion. Et puis là, c'est des napperons. C'est des napperons que mon grand-père a rapportés. Là aussi. Là, c'est un joint de l'avion. Là, c'est un paquet de cigarettes. Dans l'avion? Oui, dans l'avion, trouvé dans l'avion. Et là, c'est mon grand-père, là. Là, c'était quand ils arrivaient à Tétrousse. Voilà. Et là, c'est des journaux de presse. Cette dame a tremblé toute la nuit pour son fils.
parce qu'il en avait déjà un, mais il a péri à la dent du géant. Donc mon grand-oncle. Voilà, des objets. Et puis là, c'était à l'enterrement du guide qui était mort. Là, c'était quand ils étaient arrivés à la mairie de Saint-Gervais. Je vais vous présenter tous mes objets. Si vous voulez voir un peu après, ils seront toujours là. Si vous voulez en savoir plus sur le Malabar Princess, vous pourrez aller visiter l'alcôve qu'il y a là. Mais d'abord, je vais vous parler d'une autre catastrophe qui a eu lieu au même endroit, mais dont on a beaucoup moins parlé. Ça s'est passé le 24 janvier 1966. Un avion d'Air India nommé le Kachenjunga va s'écraser au même endroit. Grâce à l'hélicoptère, les secouristes seront sur les lieux du drame très rapidement. Malheureusement, il n'y a encore aucun survivant. À son bord, il y avait 117 personnes. Oui, ici on a le costume du grand-père de Lucas. On ajoutait aussi des grandes paires de... Les guides Les guides portent encore cette tenue traditionnelle lors de la fête des guides qui a lieu chaque année au mois d'août. Autrefois, l'hélicoptère n'existait pas. On allait chercher les blessés à pied. Au début, le blessé était transporté sur le dos du secouriste. Un médecin genevois, Edmond Lardy, a inventé ce brancard en 1908. C'est un peu une révolution car il permet d'immobiliser le blessé en position couchée grâce à un système de sangle. On pouvait même le hisser en paroi. Ce traîneau, le traîneau Robineau, inventé dans les années 1970, est une trouvaille ingénieuse. Il peut tenir dans la petite pochette bleue. Les alpinistes le glissaient dans leur sac lors de leur randonnée à ski. Il se monte avec les skis et les bâtons du blessé. Il pesait quand même 3 kilos. Aux enterrements, on retrouve quelqu'un sous une avalanche. Alors, le premier système dont je vais vous parler, c'est RECO. C'est les secours qui l'ont, cet appareil. Et dès qu'ils arrivent, les secours, sur des vestes ou des pantalons de ski, souvent, on a des RECO dessus. Et dès que c'est sous une avalanche, le gros appareil qui est là détecte toutes les petites choses en plastique. Après, la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est le DVA, c'est le détecteur de victimes en avalanche. Et sur les plus modernes, il détecte plusieurs victimes sous une avalanche. Et en avalanche ou en ski de rando, en ski de rando ou en ski hors piste, c'est mieux d'en avoir un DVA, et si vous n'en avez pas, c'est mieux d'en avoir. Après, le dernier chose que je vais vous parler, c'est le sac ABS. Si vous tirez sur une ficelle, il y a 2 gros airbags qui sortent et qui permettent de flotter à la surface de l'avalanche.